Merci Stéphane. Donc, on commence la journée avec Guy Cardinal qui va nous parler de failure tolerance. Bonjour, bon, le micro fonctionne, c'est un début. Euh, en fait, pendant que je montais ici, je me disais, bon, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, c'est une bonne façon de commencer. Euh, L'idée, c'est que quand on se présente dans une conférence ou un événement comme ça, c'est de garder votre attention, d'être assez divertissant pour que vous restiez avec nous, puis c'est ma première fois. Là où ce que je m'en vais avec ça, c'est que vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Qui je suis? Bon, ben, je suis CISO délégué chez EMA Québec ou directeur de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est EMA Québec? Je pense que tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment ce qu'on fait. C'est une organisation qui a un réseau avec 2700 employés, des bénévoles ou des partenaires, 11 000 qui rentrent et qui sortent de mon organisation. Donc, je m'occupe d'une organisation, vous la sécurité, qui a près de 15 000 usagers entrant-sortant, globalement par année. Et d'où je viens, je pense que c'est important de vous le dire aussi, parce que je pourrais être ici, vous parler de n'importe quoi, puis j'ai zéro crédibilité, fait qu'on va essayer on va essayer de l'établir. J'ai travaillé comme architecte pendant 7-10 ans pour des cloud centers, pour des data centers, puis dans le milieu financier aussi auparavant, pendant aussi 7 à 10 ans en cybersécurité, et j'ai aussi fait de la cybercriminalité. Je fais la différence entre les deux parce que cybersécurité, on est beaucoup dans les outils, dans les TI. Cybercriminalité, on bascule carrément plus de travail directement avec la police, ces choses-là. Donc, c'est ça mon background. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a invité au niveau du Hackfest. J'avais peut-être un background intéressant. Ce qui m'amène maintenant à... Est-ce qu'on m'entend? OK. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du sujet comme tel. Aujourd'hui, je ne suis pas venu discuter avec vous de la nouvelle cyberattaque la plus puissante au monde. Je ne suis pas venu vous discuter du nouveau trend du jour. Je ne suis pas venu vous discuter de l'IA, de tous ces sujets hyper passionnants que vous voyez partout, qui font la une. Je suis venu vous parler de choses beaucoup plus simples. En fait, c'est comme un peu une discussion que j'essaie d'avoir avec vous. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est un peu une balade mentale. C'est comme ça que je présenterai ce qu'on va passer du temps ensemble. Je dis balade mentale parce que je vais vous présenter quelque chose. Ça fait bientôt 2 ans que je suis CISO. Et je vais vous présenter un truc qui est un peu une réflexion au bout de toutes ces années-là. Puis je pense que ça peut nous aider tous par rapport au milieu où on travaille. Parce qu'on est toujours dans l'urgence, on est toujours à résoudre des crises, des choses comme ça. Puis prendre le temps de s'asseoir pour regarder où on s'en va aussi, il faut peut-être le faire. Fait que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu introspectif. Donc on y va, préparez-vous, c'est une balade mentale. Quand ça marche. Bon. Cyber Burnout, est-ce que vous avez rempli vos documents d'assurance maladie? OK? Ça commencerait dans. Je vais vous présenter 2 statistiques. Okay? La première, ça vient de l'ISACA. Okay? Ils ont contacté plusieurs sociétés, plusieurs organisations. Ils se sont rendus compte que dans les raisons de départ, pour les spécialistes et les professionnels de la cybersécurité, 60% des gens qui partent de leur domaine, ils partent pour des questions reliées au stress, pour des problèmes de santé mentale ou de burn-out. Donc, on a un gros taux d'abandon dans nos équipes, typiquement parce que notre travail est stressant. Ça, c'est au niveau des employés. Il y a eu un community peer Gartner qui a été fait auprès de 200 organisations, il y a 1 an, et ils sont arrivés que 62% des leaders en sécurité ont eu des symptômes d'épuisement professionnel ou de burn-out dans les dernières années. Donc là, on a un domaine où tant les employés que les leaders de sécurité, à 60%, éprouvent des problèmes de stress liés au travail, de burn-out. Moi, c'est des statistiques qui sont venues me chercher quand je les ai vues passer. On va aller un peu plus loin. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que ça vous dit de notre métier, là? Mais on regarde ça. Il y a un autre Gartner Peer Community qui a été fait cette année, en début d'année, et ils sont arrivés avec des statistiques, les 5 causes les plus courantes pour l'épuisement professionnel. Okay? Donc, 62% la pression de travailler dur, tard, les week-ends, 37% des attentes qui sont irréalisables au niveau des leaders, 36% sentiment d'isolement pour les gens en cybersécurité,
32% des risques liés, est-ce que je vais perdre ma carrière, autrement dit, je vais-tu perdre mon nom, ma notoriété, tout ce que je suis, tout ce que j'ai travaillé depuis 20 ans parce que mon organisation s'est fait pirater. Et au final, souvent, il y a un faible moral des équipes de cybersécurité. Les gens ont l'impression que leur mission, c'est comme un rocher de Sisyphe, ça ne se termine jamais, c'est toujours à recommencer, c'est toujours les mêmes choses qu'ils voient. Je dirais que c'est un petit peu un portrait sombre de ce qu'on fait. Je n'ai pas envie de vous déprimer un matin, c'est supposé être joyeux. Mais ce que ça me faisait, ces statistiques-là, c'est que on a à peu près un taux, quand on cumule ça, là, on a un paquet de raisons pourquoi ça ne va pas bien, moralement, tout ça. Puis, est-ce qu'on a un rapport qui n'est pas bon avec notre métier? Est-ce qu'on a un rapport qui n'est pas bon avec notre domaine? C'est pour ça que je parlais de failure tolerance. Okay? Moi, ce que je vois ça, c'est un peu le syndrome du héros. Okay? Quand on regarde des films, souvent, là, les héros sont isolés, sont seuls face à leurs problématiques, etc., tout ça. Puis, ça s'engage sur un chemin qui est problématique. Donc, nous-mêmes, est-ce qu'on a un problème? Si on se place en failure tolérance, en passant, je voulais appeler cette présentation-là un héros sans moyens, mais les gens du Hackfest ont pensé que failure tolérance, c'était mieux. Je me suis dit, ils doivent avoir raison. Mais en fait, c'est quand même un bon titre parce que, moi, je vous dis, est-ce qu'on a la bonne posture professionnelle par rapport à notre domaine? OK? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On traite des incidents. On traite des incidents de sécurité, ils peuvent être gros, majeurs, modérés, tout ça, mais grosso modo, on traite des incidents de sécurité. Et est-ce qu'on est capable de tolérer ces incidents-là? Avec les statistiques que je vous donne au niveau des burn-out et tout, moi, je pense que non. Je pense qu'on a peut-être un mauvais rapport par rapport à notre domaine. Donc, pourtant, on est dans les 10 dernières années, les discours qui disent qu'il faut tolérer les erreurs, qu'on apprend de nos erreurs, c'est partout, là. Vous voyez ça partout, des motivateurs, des grands noms qui viennent dire « J'ai appris de mes erreurs, si je n'avais pas fait des erreurs, je n'aurais pas la plus grande société au monde, etc., etc. » Apprendre de ces erreurs, c'est supposé nous propulser, c'est supposé nous aider à être mieux préparés, c'est supposé nous aider à développer des plus grandes stratégies. Puis pourtant, nous, est-ce qu'on la tolère, cette erreur-là? Quel est notre rapport aux erreurs qui sont faites dans notre organisation ou par nous ou par nos gens? Je pense qu'on ne les tolère pas. On est dans le syndrome du héros. Parce que cette phrase-là, on l'entend depuis ça fait peut-être 3-4 ans là, que ça a commencé à se promener partout, si vous ne l'avez jamais vu. C'est pas quand ça va arriver, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver, parce que ça va arriver. Ça, si vous n'avez pas commencé à dire ça ou si vous ne l'avez pas entendu, on ne se promène pas dans le même milieu, là, mais je veux dire, c'est une phrase qui, depuis 3-5 ans, on entend partout. C'était des phrases choc pour quand on est CISO ou directeur de cybersécurité pour brasser nos exécutifs puis les gens qu'on parlait. Avant, c'était la sécurité, c'est l'affaire de tous. Maintenant, c'est celle-là. Mais encore une fois, failure tolérance, je pense que ça prend un changement de mentalité dans l'industrie. Et c'est là où je m'en vais avec ça. Je vous parle de changement par rapport à notre travail, changement par rapport à l'industrie, mentalité. Ça, c'est un mime. Pour ceux qui connaissent le film, c'est un film où Bruce Wayne rencontre la première fois Flash quand il est jeune. Et Flash lui demande, c'est quoi ton super pouvoir? Puis Bruce Wayne, il dit, je suis riche. La cybersécurité, c'est une affaire de sous. Okay? Puis là, quand je vous dis qu'il faut peut-être changer notre rapport au domaine, c'est que moi, souvent, quand je parle avec mes collègues, on me parle d'outils. On me parle d'un outil révolutionnaire qu'il faut acheter absolument. On est inquiet, est-ce que je vais renouveler mes budgets? Est-ce que je vais pouvoir acheter ce nouvel outil-là que j'attends, qui est dans ma planification stratégique et dans ma feuille de route? Et on est inquiet, on s'en fait, ça vient nous chercher parce qu'on a un rapport qu'on est dans une course aux moyens, une course aux dépenses. On cherche toujours l'outil qui va faire qu'il n'y aura plus d'incidents. Dans le fond, c'est ça qu'on cherche. On veut tous l'outil ultime qu'une fois installé, on n'a plus à se faire. Mon entreprise va être protégée, mon organisation, personne ne va rentrer, j'ai acheté l'outil. En tout cas, moi, c'est comme ça, je perçois ça souvent quand je discute avec les gens. Puis ça, ce que je vous dis, c'est à acheter des outils, on est perçu comme des dépenses dans nos organisations. C'est quoi la valeur qu'ont nos outils? Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on représente au sein de notre organisation quand on est toujours après demander de l'argent à nos boards et à nos exécutifs pour le nouvel outil qui va nous protéger à 100%? Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut peut-être admettre qu'on n'a pas tous le pouvoir d'achat de Bruce Wayne pour sortir du syndrome du héros. OK? Et c'était supposé être une blague, elle n'a pas levé. Ah, ça lève quand on le dit. Ah, voyez-vous, j'ai un échec, sauf que je le tolère, mon échec.
Mais failure tolérance, c'est là où on va rentrer dans un peu plus concret. J'ai l'impression que c'est un peu philosophique, puis vous dites pourquoi je suis là un matin, ce gars-là en avant. Moi, chez Emma Québec, ce qui s'est passé en début d'année, cette année, puis je peux en parler parce que c'est pas confidentiel, ça a fait l'objet d'articles dans les médias, là, pas très détaillés, on était contents parce qu'en bout de ligne, quand il arrive quelque chose, on veut passer en dessous des radars, mais on a eu un incendie. On a eu un de nos bâtiments principaux qui a eu un petit feu dedans. Un petit feu, c'est pas grave, le problème, c'est les gicleurs. Les gicleurs, moi je ne le savais pas, ça contient de l'huile pour que les tuyaux ne roulent pas. Puis quand ça part, tu te ramasses avec un mélange de 1 pied, 2 pieds d'eau et d'huile dans tes locaux sur plusieurs étages. Donc nous, en fait, on a une bâtisse pratiquement détruite par cet incendie-là. Quand c'est arrivé, j'ai reçu le message sur mon cellulaire du département de continuité des affaires, puis j'ai appelé, je peux-tu aider? Non, ça va bien aller, on a nos plans de contention, on sait quoi faire. Puis mon organisation, qui venait de perdre un de ses sites principaux, a réparti le travail différemment. Il n'y a pas eu de rupture de stock, il n'y a pas eu d'opération en îlot au Québec, il n'y a pas de gens qui sont morts parce qu'on n'a pas pu donner du sang ou des médicaments ou des produits pour traiter le cancer ou quoi que ce soit. Notre organisation a eu un feu, puis on l'a accepté, puis c'est rentré dans nos procédures, puis on a pu parler. C'était normal. À peu près en même temps, en janvier, il s'est passé quelque chose avec un grand équipementier, comme mettons janvier-février, qui a frappé à peu près toute la planète. Puis je ne préciserai pas le nom de l'équipementier, mais disons que c'est un fabricant de VPN. Puis tous ceux qui l'ont eu, ce VPN-là, ou qui l'ont encore, savent que depuis le début de l'année, il faut faire des patchs à peu près aux semaines parce qu'il y a eu une vague d'attaques sans précédent sur ces équipements-là. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont fait avoir puis qui se sont fait défoncer, qui ont eu un incident à cause de leur VPN. Bon, là, je vois des sourires ou des regards malheureux dans la salle, fait que je pense qu'il y en a qui se sont fait prendre. Fait que dans le même mois, nous, on a eu un incendie sur un site important de mon organisation, puis il y a un incident majeur qui a amené à prendre comme des choses chez Emma Québec. Puis dans le fond, moi, ce qui m'a surpris, c'est que là, quand c'était un incident de cybersécurité, tout le monde était stressé dans mon organisation. Les gens se demandaient, on va-t-il être capable de se relever de là? Qu'est-ce qui va se passer? Puis tout ça. Là, j'avais une bâtisse qui a passé au feu, qui est un endroit où on fabrique des produits, qui est notre corps métier, puis l'autre, un incident. Ici, on me disait, ça va bien aller, on a nos processus, puis on sait où on s'en va, puis de l'autre bord, es-tu capable de me régler ça, Guy? La panique est pognée. Pourtant, la seule différence entre un incident puis un incident de cybersécurité, c'est la qualité qu'on lui prête d'incident de cybersécurité. Un incident, c'est un incident. Je sais que souvent, on fait des grands... on est ciseaux, on fait de la cybersécurité, tout ça, mais un incident, c'est un incident dans le fond. Ce qu'on veut, c'est rétablir les opérations le plus vite possible. On veut que notre organisation ne le voit pas passer puis passe son chemin. Fait que moi, c'est pour ça que je dis qu'un incident, c'est un incident. Sauf qu'il y en a un qui a le qualificatif cyber au bout. Fait que ce que j'ai réalisé avec ça, c'est que je me suis dit, OK, mon organisation est capable de tolérer un feu qui ruine un de ses bâtiments principaux, mais pas un incident qui nuit à des actifs informatiques, qui n'est pas utilisé par 100% de son truc, puis qui ne fait pas partie de sa mission principale. Et là, je me suis posé des questions par rapport à la résilience, de mon organisation. Puis, by the way, les deux trucs ont été réglés, là, sinon je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et là, je retourne encore dans la balade mentale que je vous propose, là, OK? C'est les employés, là, pourquoi est-ce qu'on est stressé de même, nous autres? C'est peut-être parce qu'on sait que nos employés, la cybersécurité, ils la mettent tout le temps au second plan. Puis ça, je ne l'invente pas. Dans plusieurs études, sondages qui ont été faits, 74% des gens en Amérique du Nord, s'ils veulent atteindre un objectif commercial, vont mettre dans leur entreprise de côté la cybersécurité pour atteindre leur objectif. Puis, en général, dans les prochaines années, puis déjà actuellement, 74% des gens utilisent des actifs informatiques hors de votre périmètre, hors de votre contrôle. Pensez à Bing.ca, Copilot. Okay? Si vous n'êtes pas rentré dans l'IA, vous le savez que vous avez des gens qui vont sur des sites web et qui se servent de ces outils-là, puis toutes les autres. Okay? Fait que c'est des vraies statistiques. Là. Puis 100% de nos gens sont connectés. Même mon camionneur a une adresse de courriel chez nous, là, mes camionneurs. Fait que tout le monde est connecté dans nos organisations. Fait que on est stressé, on a peut-être raison à cause de ces statistiques-là. Mais la question, c'est, il n'y aurait pas un moyen de les mettre de notre côté. Puis là, vous allez vous dire, ce gars-là, il est vérité de la phalisse, là, il les enfonce, il est solide, il nous dit toutes des choses qu'on sait. Et là, je vous parlais encore de rapports par rapport à notre métier, tout ça. Ici, un paquet de statistiques, je ne les lirai pas toutes, là.
Je vous ferai remarquer que quand on fait une moyenne, là, ça tourne autour de 45 50 puis nos politiques, là, nous, là, les héros, là, OK, la perception des gens qu'ont de nous dans nos entreprises, c'est nos politiques sont difficiles à comprendre, difficiles à trouver, parce qu'ils sont sur des sites web perdus dans des pages web, difficiles à appliquer, ils sont inflexibles, ils sont difficiles à respecter, ils sont trop longs, irréalisables. Fait que 50% des employés, face à notre travail, ils se disent « Hey, cette gang-là, il m'empêche de travailler. » Fait qu'on a peut-être raison d'être stressé et de se dire qu'on ne peut pas gérer nos incidents. Là, je vais en faire encore le lien avec la résilience tantôt. Ça, c'est une slide de Gartner que j'ai piquée au SRM. Je suis peut-être en infraction de copyright, là. Mais là-bas, j'avais trouvé une présentation intéressante. « Accountability is decentralizing ». On ne regardera pas le tableau complet, là. Je pense que la présentation va être disponible sur le site plus tard, là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils disent, si on décentralise l'imputabilité, donc encore, je vais faire le lien avec la résilience tantôt, bien, ça peut faciliter le ownership de nos mesures de sécurité. Ça peut rendre nos mesures plus faciles à appliquer, les rendre plus cohérentes parce que les gens les comprennent. Les gens, c'est part of it, ils font partie de ces choses-là. Encore une fois, peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça. Gardez ça en tête. Fait que, on est dans un environnement, quand on regarde les statistiques, où on est porté à avoir des burn-out. On est dans un environnement où on se dit, les gens ne nous font pas confiance, on ne leur fait pas confiance. C'est une bonne façon de faire une relation durable. Fait que peut-on s'appuyer sur son organisation? Pourquoi je pose cette question-là? C'est que moi, je pense que si on veut changer notre rapport à notre métier, à notre domaine, il va falloir commencer à s'appuyer un peu plus sur son organisation. Puis là où je m'en vais avec ça, c'est si on développe la capacité des employés de prendre leurs propres décisions en fonction des risques cyber, pas juste nous qui est dans le Control Freak, mais eux aussi. Si l'organisation est capable d'avoir une meilleure gestion de ses risques, OK, on va développer du cyber-jugement. OK? Et où on s'en va avec ça, c'est qu'on va peut-être sortir du syndrome du héros. OK? Parce que l'ensemble des employés, l'ensemble des départements vont commencer à prendre des décisions en tenant compte du risque dès le départ. Okay? Je vous parlais de budget tantôt, je vous disais on est dans une course toujours au nouvel outil. La réalité, c'est qu'au Canada et au Québec, on est en retard pas mal sur les autres pays de l'Union européenne ou les États-Unis, tout ça. Les investissements en sécurité au Canada et au Québec, ils ne sont pas très élevés depuis longtemps. Puis pourquoi? C'est qu'on a beaucoup une économie basée sur les PME, puis grosso modo, on n'a peut-être pas les moyens de toujours acheter des équipements à 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Fait que si on n'a pas ces moyens-là, si on n'est pas Bruce Wayne, il faut peut-être se reposer sur ce qu'on a de moyens. Puis les employés sont là et sont déjà payés. Pourquoi pas les utiliser? Puis ça, il faut le développer, le cyber-jugement. Et c'est là où on s'en va dans pourquoi on ne le développe pas. 43% des cyberattaques au pays, là, selon le Canadian Chamber of Commerce, okay, 43% des cyberattaques ciblent des PME. OK? Puis dans 60% des cas, ils ferment au bout de 6 mois. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on est en mode syndrome du héros, parce que nos compagnies peuvent fermer. Puis c'est sérieux, la cybersécurité, on ne peut pas laisser ça à des gens pas professionnels, mais 60% des compagnies ferment après une grosse attaque. Fait qu'il doit y avoir quelque chose qu'on fait encore par rapport à notre travail qui n'est pas bon, parce que si on le faisait bien, il ne fermerait pas. Et c'est là où je m'en vais avec ça. Il y a un livre qui existe qui s'appelle « L'antifragilité », quand on le traduit, parce que ce n'est pas son titre en anglais. Et c'est un concept. Puis après ça, on sort de la philosophie, on va retomber sur le plancher des vaches. Okay? C'est un concept, l'antifragilité. C'est quoi l'antifragilité? Bien, c'est l'opposition à la fragilité. Hein. Bon. Nos entreprises, elles sont fragiles. Okay? On construit nos sécurités en disant « je ne veux pas d'incident. Je dois tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Je suis allergique aux incidents, je ne les tolère pas, je vais faire un burn-out si j'en ai un, je vais perdre ma job. » Okay? Puis en bout de ligne, on ne rend pas service à nos organisations parce que quand il arrive une crise, ils ne sont pas capables de les surmonter, ils ne savent pas s'adapter. Je reprends encore l'exemple de l'incendie puis de mon cyber-incident. Ça va aller, Guy, je n'ai pas besoin de toi pour l'incendie, on va se débrouiller, je suis dans nos plans. Ma compagnie est capable, mon organisation est capable de se relever d'un incendie en quelques semaines, mois, la bâtisse. Mais un cyber-incident, il y a des doutes puis il y a des problèmes. Puis je le répète, de mon point de vue à moi, un incident, c'est juste un incident. Fait que, comment on peut rendre nos entreprises plus fragiles? Okay? J'ai une photo ici.
Là, c'est une métaphore, vous allez me dire, c'est pas une étude scientifique, mais regardez, c'est un arbre dans le désert. Puis il est quand même gros, ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'il est là. Dans le désert, il y a des variations de température entre le jour et la nuit dans 50 à 70 degrés. Des fois, il fait plus 40, moins 20 jours, ça se promène. Cet arbre-là, il résiste à des tempêtes de sable, à des tempêtes de vent, à la chaleur, au manque d'eau, dans un truc aride, puis il est toujours là, puis si personne ne le coupe, dans 10-15 ans, il va être encore là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est adapté, il résiste à son environnement qui est hostile, puis il va être encore là. Fait qu'au niveau des organisations, c'est ça le concept de l'antifragilité, c'est est-ce qu'on a la capacité de reprendre nos activités quand on fait face à des crises, à des problèmes? Est-ce qu'on sait rendre nos organisations résilientes aux problèmes? Est-ce qu'on sait absorber les incidents? Cet arbre-là, à toutes les semaines, il manque d'eau, là. Cet arbre-là, à toutes les semaines, il se tape du climat, puis il n'est pas endurable. La preuve, il est tout seul, mais il reste là. Est-ce qu'on peut faire ça avec nos organisations? C'est pour ça que je vous parle du concept d'antifragilité. Un héros sans moyens. Okay? Je vous disais tantôt, pour moi, il faut changer le rapport à... Emma Québec, là, c'est quand même une grosse organisation. Je vous disais, il y a près de 15 000 personnes qui rentrent, qui sortent de mon réseau, 2600 employés. On dessert une centaine d'hôpitaux, des cliniques, toutes sortes de trucs. On a un budget d'opération entre 600 à 700 millions par année. Si on tombe, en 4 jours, il n'y a plus une seule opération qui se fait au Québec. Donc, c'est une mission importante, c'est sérieux. Fait que sortez pas d'ici en disant « Ah, j'ai rencontré un gars d'Emma Québec, Guy Cardinal, puis il m'a dit de ne plus investir en sécurité, parce que c'est pas ça que je vous dis. Okay? Mais ce que je vous dis, c'est que pour ceux qui sont des PME, pour ceux qui ont moins de moyens, ou pour ceux qui n'ont pas encore vécu de crise puis que leurs exécutifs n'ont pas compris qu'il fallait investir en sécurité, ou qui ont juste compris qu'ils n'ont pas les pouvoirs de Bruce Wayne, OK? Si vous avez à investir, puis là, retenez le mot investissement. Moi, je vous dis investissez dans les 5 trucs suivants, OK? Tenir votre parc informatique à jour. Hey, Guy, t'enfonces vraiment des portes, des portes ouvertes. Je sais qu'il faut se mettre mes patchs. Attendez une minute. Mettre ces patchs réguliers, ça, c'est de l'entretien. Ça n'a pas de valeur TI. C'est juste de l'entretien régulier. Investir, c'est vous assurer que vos applications, c'est que votre parc informatique est toujours à jour. C'est quoi la différence, Guy? Non. Vous allez aller voir vos exécutifs, vous allez avoir le courage de leur dire « Ton truc-là pas à jour peut nous mettre en problème. » Vous allez commencer à leur parler de scénario de risque. Donc, vous allez investir dans l'application qu'il ne faut jamais toucher parce qu'elle est vieille, puis c'est elle qui est dangereuse. Vous allez avoir le courage, puis vous allez changer votre rapport. Vous n'allez pas dire « Je suis capable de la protéger. » Vous allez dire « Non, je ne suis pas capable de la protéger. » Fait que si on veut devenir résilient en tant qu'organisation, il faut investir. Ce vieil asset-là, il faut que je le sorte de mon parc ou je le mette à jour. En tout cas, moi, je pense que c'est un changement de position parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait quand on a un VP qui dit « Je n'ai pas d'argent, puis tu vas endurer ça, accepte le risque, c'est à toi de le protéger. » Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on dépense. Bon. L'autre truc que je vous dirais, entraîner et sensibiliser vos employés. « Hey Guy, c'est pas un outil, ça. C'est pas un investissement. » Ben oui, c'est un investissement. C'est un investissement dans la mesure où si 80%, mettons, des tentatives de hack commencent par une mauvaise action d'un employé, involontaire ou volontaire, ça veut dire qu'il y a un problème avec eux autres. Ils ne sont pas de notre bord à 74%, on l'a vu, puis à 50%, ils trouvent que ce qu'on fait, ils ne sont pas capables de l'appliquer. Donc, il faut travailler avec eux autres. C'est ça qui va amener la résilience. Puis, où ce que je m'en vais avec ça, c'est que chez Emma Québec, dans les dernières années, on a beaucoup investi sur la sensibilisation. Dans mes derniers tests de phishing, qu'on a fait auprès de 2000 personnes dans mon organisation, mettons, je prends les 3 derniers, 1% de clics à un autre. L'autre, 0%. Je fais venir mes gens qui font la sensibilisation, je dis, vos tests ne sont pas assez durs, j'ai plus de clics. Puis l'autre d'après, je dis, vous allez monter ça. Fait qu'on est passé en deepfake. Puis même en deepfake, avec des faux vidéos puis tout ça, on a eu juste 2% de clics. Bon, bien. Puis la statistique la plus intéressante, parce que j'y croyais pas, j'ai regardé ça, on est rendu avec un taux de dénonciation, 300, 400, 500 individus qui reçoivent un phishing puis qui le dénoncent. Donc là, les employés sont devenus actifs. Ils repèrent, ils ne cliquent plus, puis ils le dénoncent. Ça, c'est un investissement. Ça veut dire que j'ai 300-400 personnes qui travaillent dans mon département de cybersécurité actuellement. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? Puis comment on a fait ça? On est rentré dans chaque équipe, on a fait des programmes de
On a fait des programmes de sensibilisation orientés pour chacune des équipes. On est passé en scénario de risque avec eux, on va voir un peu plus tard c'est quoi. Et j'ai dit, l'autre truc où il faut investir, c'est ayez un gestionnaire de code. Si vos systèmes sont patchés, trop souvent, on dit les applications, ça appartient au secteur métier. Fait que je vais gérer mon VMware, je vais gérer mes Windows, je vais gérer mes OS. Puis souvent, la sécurité applicative, elle passe en dernier. Parce que, justement, on ne veut pas déranger les opérations, puis quand on met trop de règles là-dedans, ça passe mal avec les autres exécutifs. Moi, je vous dis, si vous avez patché votre parc, que vos employés sont entraînés, que votre code est patché aussi, puis que vous devenez exigeant avec vos fournisseurs. Vous avez vos listes d'équipements qui sont désuets. Hein? Moi, j'ai commencé à y travailler 1 an et demi, 2 ans d'avance. Fait qu'avant d'acheter le fournisseur, je le contacte, je veux faire un pen test. Avec le cloud, c'est de plus en plus pratique, puis de plus en plus aussi. Puis 2 ans d'avance, je dis, je ne te signerai pas parce que ton affaire, on l'a défoncé en 2 minutes. Puis le mot de passe admin, du compte admin, c'est admin dans ton IoT. Encore aujourd'hui, là, ça existe, ça. Là. Un équipement à 3 millions de dollars que tu vas sur le site web du fournisseur, puis dans son manuel, c'est écrit admin, admin en PDF téléchargeable, ça existe. Fait que travailler avec vos fournisseurs, c'est un investissement. Arrêtez d'être à la dernière minute. Puis en bout de ligne, si vous cherchez un outil magique, l'outil qui va vous protéger ultimement contre tout, bien, si vous êtes patché, que vos employés sont formés, que votre code est stable, puis que vous achetez des produits qui n'ont plus de faiblesse dedans ou qui en ont moins, bien là, votre job, ça devient à contrôler, surveiller. Vous mettez les contrôles, vous les surveillez. Fait un SIMS avec un EDR et un XDR, si vous n'avez pas de moyens, mais que vous faites du préventif, ça fait un job. C'est pour ça que je vous dis, investissez là-dedans si vous êtes un héros sans moyens. Okay? Et ça commence à changer le rapport au métier parce que on commence à créer de la valeur dans l'organisme quand on travaille comme ça. On arrête de demander de l'argent puis de toujours dépenser puis d'être perçu comme une dépense. On peut créer de la valeur parce que si on va voir nos exécutifs puis qu'on commence à travailler à leur demander qu'est-ce qui est nécessaire au niveau du métier, qu'est-ce qui est à protéger. Le but de toutes les organisations, c'est de faire de l'argent, c'est de ne pas tomber en faillite. Ça aussi, c'est une vérité de la palisse. Bien, notre but à nous, c'est que la pompe Afrique, elle tourne toujours, que la pompe à revenus, elle continue à tourner. Chaque incident fait que la pompe, elle tourne moins, puis tu peux te ramasser dans les statistiques de 60% de fermeture après un incident. Donc, changer notre rapport au métier, c'est peut-être pas de dire il faut que j'aille 0 incident, c'est d'être résilient puis de me relever de l'incident le plus vite possible. Et c'est là, dans la balade mentale, que je vous dis, changer le paradigme. Si tu connais tes services métiers à protéger et que tu commences à travailler en scénario de risque, tu sors du château de sable. Toutes nos technologies qu'on installe, c'est des châteaux de sable. C'est beau dans les premiers mois, que le temps à la désuétude s'en met, ça commence à craquer, les vagues le frappent, puis au bout d'une couple d'années, c'est plus bon, ça ne sert plus à rien. Puis là, on repart dans un cycle de dépenses. Fait que, où est-ce que je m'en vais avec ça? On travaille beaucoup en conformité. Dans les 10 dernières années, là, on a vu apparaître des auditeurs, des firmes d'audit, puis il y a des lois qui sont sorties, la loi 25, la loi 3, la loi 5, il va y avoir la loi 26 au fédéral prochainement, puis le milieu est beaucoup en conformité. Okay? Donc, on arrive avec des frameworks qui ont des listes de 100 items, 200 items, peu importe le framework que vous prenez. Puis là, on dit, il faut que j'atteigne 100%. Mais entre vous et moi, on n'atteindra jamais 100% de conformité dans tous nos trucs. Hein. Fait que quand je vous dis changer le rapport au truc puis créer de la valeur dans l'organisation, ça commence peut-être par changer notre rapport à conformité. La conformité vise à ne avoir 0 incident. Ça ne renforce pas l'entreprise. On n'est pas dans l'antifragilité, on est dans la fragilité. Une fois que ma barrière est passée, je suis pété. Fait que là, encore une fois, allez pas dire Guy Cardinal m'a dit de ne plus faire de conformité. Non, on a besoin de conformité pour rassurer nos conseils d'administration, pour nos rapports annuels, pour nos partenaires. Il faut en faire. Mais quand on commence à s'orienter sur les scénarios de risque, où est-ce que je m'en vais avec mes scénarios de risque? On va basculer. On va être capable d'investir différemment, de travailler différemment. Quand je parle de scénario de risque, je parle de prioriser ce dont on ne peut pas se passer. Dans les derniers mois, au Canada, en Amérique du Nord, en Europe, les banques de sang d'Espagne, d'Angleterre, de Floride ont toutes été encryptées. En fait, il y a une quinzaine de banques de sang mondiales qui ont été encryptées, puis ça a causé des problèmes partout. Okay? Fait que
je suis pas après dire que je ne fais plus de sécurité, je ne fais pas de conformité. Là, je suis dans un milieu qui est très attaqué en ce moment. OK? Mais ce que je vous dis, c'est que quand on priorise ce dont on ne peut pas se passer, on se rétablit peut-être plus vite. Dans le sens que vous allez voir vos exécutifs, puis vous discutez avec eux, quelles sont les applications, vos assets que vous ne pouvez pas vous passer pour faire votre mission de vos opérations. Ça a l'air niaiseux comme phrase, mais là, vous commencez à ouvrir le dialogue avec eux. Puis là, vous pouvez commencer à parler de résilience, plus juste de protéger. Qu'est-ce que tu as de besoin pour que la pompe à revenus continue de tourner une fois que tu as eu un incident? Puis là, je commence à me rapprocher de, il y a un incendie, personne ne s'inquiète, il y a un incident de sécurité. J'ai parlé avec vous autres, je connais ce qui ne doit pas tomber, donc c'est ça que je protège. Puis je vais me faire des scénarios de risque. Je vais me faire des scénarios de risque. Pourquoi je vais me faire des scénarios de risque? Parce que ça me parlait de parler à mes exécutifs. Mes exécutifs, là, quand je leur parle d'encryption, comme mettons éphémère, puis que je leur parle puis je leur parle de DDoS attack, dans le fond, ils ne comprennent rien. Ils se mettent la switch à off, puis ils vont attendre que j'arrête de parler parce que c'est de la technique, ils ne comprennent rien. Mais quand je vais voir mes employés, puis que je les forme, puis je vais voir l'exécutif, je dis, ton application-là, elle a une faiblesse là, puis si tu cliques sur tel bouton, tu fais telle affaire, elle peut tomber, puis tu n'auras plus de job. Là, je commence à rentrer, je commence à développer la résilience dans l'entreprise. Je travaille des scénarios de risque. Fait qu'exemple, vous êtes un truc de droit, vous ne pouvez probablement pas vous passer de votre truc d'office. Une compagnie une compagnie de comptabilité, elle ne peut probablement pas se passer de SAP. Vous ciblez les actifs à protéger, puis comme les autres, vous vivez avec les incidents qui sont dessus, entre guillemets. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet d'avoir des scénarios d'incidents. Tel risque, il se passe, je sais quoi faire, je rouvre mon runbook, je sais quoi appliquer. En 15 minutes, j'applique les mesures que j'ai déjà prévues par rapport à mes scénarios de risque. Donc, je peux aussi simuler ces scénarios de risque-là avec mes exécutifs, les autres vice-présidences, les autres employés. Je peux rentrer dans leur direction, puis plutôt que leur dire la sécurité, c'est important, penser à la sécurité, c'est l'affaire de tous, je peux leur dire, toi, dans ton département, cette application-là aspirera de la façon suivante, voici comment tu peux m'aider à la protéger. Je parle leur langage, leurs mots, leurs actifs. Et eux, ils m'aident. Ils deviennent tous des employés du département de cybersécurité. Ça m'aide à former. Ça m'aide à pogner mes taux de phishing à 0 %. Est-ce que vous voyez à l'endroit où j'essaie de vous envoyer avec ça? C'est quand on change son rapport, puis qu'on commence à se dire la cybersécurité, c'est un incident comme un autre. Puis mon but à moi, c'est de rétablir le service pour que la pompe à argent continue à tourner. Je crée de la valeur pour l'organisation. Et là, on peut rentrer dans le stratégique. C'est plus juste un discours, c'est une façon de faire sa sécurité, puis c'est une façon de travailler. Quand je vous dis stratégique, c'est en tant que CISO ou genre leader de sécurité, vous vous asseyez avec vos exécutifs, vous déterminez les services prioritaires. Une fois qu'ils sont déterminés, l'organisation est capable de cibler puis de mettre les sous là-dessus. Vous n'achetez plus le nouvel outil qu'ils ne comprennent pas, le nouveau tenant dans un cloud avec la nouvelle patente. Vous avez acheté un actif de protection qui renforce le service métier de vos VP. Après ça, vous les priorisez avec eux autres, parce que pour un VP, sa shop est toujours la plus importante. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des vice-présidentes qui ont certains services métiers qui contribuent à faire tourner la pompe à argent, qui sont plus importants que d'autres. Fait que vous les asseyez dans une salle, puis vous les regardez s'entre-déchirer à savoir qui, mais vous guidez un peu la conversation, qui est plus important que l'autre. Une fois que c'est fait, ça rentre dans vos plans, ça rentre dans vos simulations, les départements se coordonnent, on passe en continuité des affaires. Comme pour mon incendie, personne ne s'est estiné, ils savaient quoi faire, puis ils ne m'ont pas appelé. Et là, après ça, on peut faire du tactique. On fait des plans de reprise pour chacun de ces systèmes métiers-là. On a fait notre sécurité pour les protéger, puis s'ils tombent, on sait comment les relever. Fait qu'on contrôle, on surveille, puis dans l'incertitude, on shut down, puis on remonte ailleurs le plus tôt possible. Parce que le but, c'est que les opérations continuent. C'est pas le but, c'est pas de protéger l'actif. Le but, c'est que les opérations continuent. Puis pour ça, bien, peut-être que comme une navette spatiale, bien, il faut perdre des morceaux. Tu es dans Azure, tu as patenté ton service, tu t'en vas dans un autre cloud ou un autre tenant, tu repars ta patente. Et après ça, ça t'amène dans le secteur de la résilience. On va dépasser les bonnes pratiques TI. On le sait tous, il faut faire des backups. Hein. Bon, nos backups, par contre, est-ce que vous êtes capable de mettre un 10$ on the side qui marche? Donc là, ce que je vous dis, c'est que tantôt, je vous parlais de simuler, de travailler avec les lignes d'affaires. C'est que la résilience TI, là, souvent, on dit que c'est des backups, c'est mes données sont protégées, je peux les restaurer, mais quand on dépasse ça, puis que la résilience TI, c'est dans toute l'entreprise avec chacune des vice-présidences, bien,
les employés viennent là-dedans, ils arrêtent de cliquer sur les phishing, ils comprennent les menaces qui entourent les utilisateurs, les outils qui se servent. Puis là, la résilience, c'est perçu comme une valeur ajoutée. On va arrêter de dire, je fais un projet, j'ai oublié la sécurité, je les appelle. Non, moi maintenant, le bureau de projet, jour 1, il y a une idée qui rentre au bureau de projet, il appelle la sécurité pour qu'on évalue l'impact avant de démarrer le projet. C'est pas parfait là, chez Mo-Québec. Là. Si vous voulez m'envoyer vos CV, je vais les prendre. Là. Il y a encore des problèmes, là, je vous le dis. Mais là, je suis après remonter la patente. Je ne suis pas après remonter Mo-Québec, mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, le bureau de projet m'appelle quand l'idée est émise pour qu'on évalue s'il y a un risque. Puis on travaille avec le département de continuité des affaires et d'évaluation des risques dès le début. Je ne suis même plus dans la protection de mes assets. C'est est-ce que je vais acheter quelque chose qui va être résilient pour l'organisation? Ça change tout. Ça change tout. Et en bout de ligne, on en vient qu'une espèce de schéma comme ça que j'ai fait. En fait, que c'est pas moi qui ai fait, j'avais des slides, puis j'ai quelqu'un chez nous en graphiste qui m'a monté ça. Mais souvent, j'ai un incident, je veux récupérer de mon sinistre, puis qu'est-ce qui va arriver en dedans, puis souvent, les PME, ils tombent. Puis 6 mois après, ils ne sont plus là, parce qu'ils ont à peu près récupéré de l'incident, puis ça ne fonctionnait pas. Mais dans une approche comme je vous appelle, quand je vous parle de changer ses mentalités, d'être dans l'antifragilité, de créer de la valeur, de parler en scénario de risque, bien, on part avec une continuité des activités. Quand il arrive un incident, personne ne s'en fait. On rouvre nos runbooks, telle solution, telle affaire, on applique ça, on le ferme pas. Pour se rendre en résilience TI, oui, on sait que nos backups sont bons. Ça, on le sait. Mais de la résilience TI, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe TI fait un petit peu partie de l'équipe cyber. Okay? Ils vont arrêter de skipper leurs droits, de ne pas spimer, parce qu'on les a formés. En tout cas, pas tous, il y a encore des trucs à chercher, conformité. Mais après ça, on vient en résilience opérationnelle. Comme mon incident, c'est comme mon incendie, l'incident de cybersécurité devient un incident comme un autre, qui va être pris en charge au niveau opérationnel par les autres VP. J'ai fini. Et au final, l'organisme est devenu antifragile, est capable de résister à des crises. Donc, c'est un peu ça que je vous parlais aujourd'hui pour ma balade mentale. C'est terminé. Je ne sais pas à quel point vous dites de quoi ce gars-là parlait. Mais ce que je vous dis, c'est changer votre rapport un peu au truc. Oui, on a un métier sérieux et important, mais on n'est pas obligé d'être des héros isolés qui finissent en burn-out avec un verre de Jack Daniel, comme dans une série de Marvel. Il suffit de travailler avec les autres puis de changer notre rapport à l'incident. C'est ça?